De Lucien Febvre, Martin Luther un destin, suite, Erasme, Hutten, Rome, suite. Le 28 juin 1519. Or, le 24, à Leipzig, dans des voitures qu'escortaient, à la suite du jeune duc Barnim de Poméranie, 200 étudiants de Wittenberg en armes, le frère Martin Luther, son récent et enthousiaste ami Melanchthon, son émule Karlstadt et le recteur de Wittenberg avaient fait une entrée solennelle. Ils venaient, sur l'invitation du duc Georges, se rencontrer dans la grande salle du palais de Pleissenburg avec un redoutable tenant de l'orthodoxie romaine, le théologien d'Ingolstadt, Jean Eck. Débat de pédants conviés, selon des rites médiévaux, à se lancer par devant notaire des syllogismes pesants, des citations improvisées et des textes assénés avec une vigueur de prédicateur populaire, si l'on veut. Mais derrière les bancs de Leipzig, garnis d'auditeurs, il y avait toute une Allemagne encore frémissante de l'élection impériale et qui écoutait avec avidité. Une Allemagne qui de plus en plus nettement percevait en Luther une force de combat et de destruction. Le 3 avril 1518, écrivant à un ami, Hutten ricanait « Peut-être l'ignores-tu encore, à Wittenberg en Saxe, une faction vient de s'insurger contre l'autorité du souverain pontife. Une autre prend la défense des indulgences papales, des moines mènent les deux camps à la bataille. Ces généraux impavides, véhéments, échauffés, gaillards, hurlent, vocifèrent, versent des larmes, accusent la fortune. Voici même qui se mettent à écrire et recourent aux libraires. On vend des propositions, des corollaires, des conclusions, des articles meurtriers. J'espère qu'ils vont s'administrer réciproquement la mort, car nos ennemis, je souhaite qu'ils se divisent le plus radicalement et s'écrasent le plus obstinément possible. » Fin de citation. Le 3 avril 1518. Mais, le 26 octobre 1519, Hutten ne plaisantait plus. Il envisageait la possibilité de recevoir Luther en confidence de ses projets, lesquels, il est difficile de le dire avec précision. Ce qu'il y a de sûr, c'est que leur pointe était tournée contre Rome. Rome, la grande ville, la vieille et capitale ennemie de Hutten et de ses amis. Haine d'humanistes opposant volontiers à la Rome païenne si glorieuse, la Rome mercantile et rapace des pontifes, c'est le mot de Crotus Rubianus, l'ami de Hutten, celui qui l'avait poussé jeune homme à s'enfuir de l'abbaye de Fulda, celui qui plus tard l'avait introduit dans le cercle des humanistes, celui de 1515 à 1517, qui collabora avec le chevalier à la rédaction des fameux épîtres des hommes obscurs. À Rome, écrira-t-il à Luther lui-même, j'ai vu deux choses, les monuments des anciens et la chair de pestilence. Le premier spectacle, quelle joie, le second, quelle honte. Haine d'envieux aussi, de chevalier pillard qui, porte-parole des hommes de sa classe, d'un Franz de Sickingen, maître et symbole de la Raubtribertum, jette sur les biens d'église des regards luisants, et, moines et prêtres, parle de leur couper les oreilles et souffle sur tous les feux, parce que, vienne l'incendie et qui sait, haine d'Allemands enfin et surtout, contre ces Italiens avides et faméliques, ceux que Crotus Rubianus dépeint, cardinaux, protonotaires, évêques, légats, prévôts, juristes, comme autant de rapaces faméliques en quête de cadavres pourris. Hors d'Allemagne, ces voraces, le pape florentin aux doigts crochus de banquier, ces séides, ces légats, ces nonces, citation, l'Allemagne veut être libre et maîtresse chez soi, fin de citation. Assez de ces menaces, assez de ces chantages, qu'au moment de Worms, un Jules de Médicis rééditera encore dans ses instructions au légat Alexandre. Que l'Allemagne file doux. Le Saint-Siège, lui, a donné l'Empire. Il le lui laissera, si les Allemands persévèrent dans leur dévotion et leur fidélité à l'égard du Saint-Siège. Sinon, là-dessus, le même Aléandre s'étonnera d'entendre Chièvre lui parler avec affectation, non du pape, mais de son pape à lui, légat et italien.
Et voilà qui explique les lettres de Crotus Rubianus à Luther, leur haine, leur mépris pour le pontife à la tiare 5 fois couronné, roi de théâtre fastueux, qui dans les grandes fêtes s'avance avec sa pompe, son luxe et ses trésors, mais à la queue de la procession, minablement, dans une arrière-garde de filles et de mignons, vient l'Eucharistie sur un âne. Tout cela avec adresse, avec persévérance, il l'insinue à Luther, il lui souffle sur tous les tons. Comme ils le connaissent bien. Crotus Rubianus, avec quelle diabolique habileté, il lui dit une des choses qui doivent le plus mettre hors de lui ce controversiste enragé. Il est condamné d'avance, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. Est-il assez comique avec ses arguments? Mais quand il s'appuierait sur une armée de saint Paul, voilà qui laisserait Rome placide et méprisante. Non, il lui faut pour vaincre mieux que des raisons, des hommes, la Germanie. Déjà, elle tourne ses yeux vers lui, déjà elle attend qu'il l'entende. Citation. Pour moi, Martin, souvent j'ai coutume de t'appeler père de la patrie, et tu es digne qu'on t'élève une statue d'or, digne qu'on te voue une fête quotidienne, toi qui le premier as osé te faire le vengeur d'un peuple abreuvé de criminelles erreurs. Des lettres qui se croisent ainsi dans ces mois trépidants, de Hutten à Melanchthon, puis à Luther lui-même, de Crotus Rubianus à Hutten et à Luther, du chevalier Sylvestre de Schaumbourg à Luther, note-t-on toujours suffisamment le sens et la portée